C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons, amis téléspectateurs, pour cette session d'information de la mi-journée sur la DRTV Internationale. Bienvenue dans cette édition. Scène presque banale mais qui choque, un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvé dans un caniveau au quartier Bongo-Noira dans le 9e arrondissement Djiri. Le bébé récupéré par les sapeurs-pompiers se trouve actuellement à la pouponnière de Mungali 3. Le bébé se porte bien. Le reportage est de Morel Mabélé et Aude Varese Dabira. C'est un bébé qui vient de s'échapper à une mort certaine. Des personnes de bonne volonté viennent de le découvrir au quartier Bongo-Noira, dans l'arrondissement 9 Djiri, et ont signalé les sapeurs-pompiers à travers le 118, le numéro d'urgence. Retrouver ce bébé a une malformation. Ngengie Kessiara, médecin lieutenant de police au niveau des sapeurs-pompiers, nous parle de cette situation qui n'est pas la première du genre. Il faut dire que ce nouveau-né a été abandonné. C'est un nouveau-né qui est de sexe féminin, qui a 1 ou 2 jours de vie. Et ce nouveau-né présente, déjà il est réactif, il est bien coloré, mais il présente un syndrome polymalformatif. Et ce syndrome polymalformatif est fait d'une hydrocéphalie, d'un spina bifida, d'un pied beau, et par ailleurs on suspecte une fracture au niveau de son membre pelvien gauche. Et au niveau anal, on a une fissure anale. Ce nouveau-né se trouve seul. La prise en charge doit être hospitalière. Il doit être hospitalisé dans le service de chirurgie pédiatrique et doit être une prise en charge pluridisciplinaire. Mais nous allons d'abord l'emmener dans un service social parce que par après, pour prendre en charge ce nouveau-né, ça va demander un certain nombre de moyens financiers pour la réalisation des examens, les scanners et tout le reste pour la prise en charge. Ce bébé a été conduit à la pouponnière de Mungali 3 où un vaccin de BCG lui sera administré le plus tôt possible. Alors corrigez avec moi, le bébé se porte apparemment bien, mais ce bébé a besoin de soins appropriés, comme l'a indiqué tout à l'heure ce spécialiste. Poursuivons cette édition avec autre chose à présent pour tenter d'endiguer l'érosion qui menace les habitations du quartier Thomas Sankara. Nous sommes là dans le 7e arrondissement Djiri. Les populations riveraines ont entrepris des travaux réalisés sous fonds propres pour sauvegarder, sinon protéger leurs habitations. Bernida Sitou et Bien-Aimé Condé. Des habitants, grands et petits, transformés en ouvriers. Il faut essayer de sauver ce qui peut l'être encore. L'érosion qui s'est formée depuis plusieurs années poursuit sa course, emportant au passage habitations et routes, le cas ici au quartier Thomas Sankara, dans le 7e arrondissement Filou. Et ceux qui ont encore leur maison tentent autant que faire se peut de protéger les habitations. Nous avons acheté des planches, nous avons acheté des tôles, nous avons acheté des fers, nous avons acheté du ciment. Et la main-d'œuvre, elle est là, ce sont les jeunes du quartier, on est en train de travailler pour essayer de faire quelque chose pour éviter le drame. Ce n'est certainement pas la solution définitive et cet habitant invite la population riveraine à ne pas poser des actes qui aggraveraient la situation. Cette érosion, il y a plus d'une semaine, je l'avais déjà personnellement constaté. Nous l'avons constaté, on a demandé aux populations de ne pas jeter les ordures. Malheureusement, elles ne nous ont pas compris. La pluie, vous la connaissez, celle d'hier, elle était vraiment abondante. C'était une pluie diluvienne. Et voilà que les immondices et les alluvions qui sont venus du fait de l'eau ont complètement emporté la rue. Il faut dire que la responsabilité revient aussi à la mairie de Brazzaville. Parce que les eaux du marché, toutes les eaux du marché ont été dirigées vers ici. Parce que la toute première avenue, celle qui passe derrière le lycée Thomas Sankara, à ce niveau-là, les autorités municipales avaient cautionné la vente d'une parcelle. Donc cette parcelle a complètement occupé l'avenue. Au point où les eaux ont été dirigées vers ici, et voilà le drame. Les maisons sont détruites par l'érosion. Cet habitant qui a accepté de se prêter à notre micro appelle à l'aide. Le principal message, j'ai lu les discours du président Sassou par exemple. Dans un discours, il dit « Partout où nous sommes allés, nous avons essayé de convaincre ». Et là, les populations sont en train de convaincre les autorités pour qu'elles viennent, n'est-ce pas, nous assister. Pas seulement les autorités compétentes, les pouvoirs publics,
les individualités aussi, pour toute personne sensible qui peut partager notre douleur. Cette érosion qui inquiète plus d'un habitant est la prolongation de l'érosion émeraude. De l'autre côté, d'autres citoyens ont construit sous fonds propres cette sorte de canalisation pour orienter les eaux de pluie. Un constat réalisé dans le 7e arrondissement, Filou, par donc Bernida Sitou. Cette érosion progresse. C'est donc la pluie diluvienne de la nuit de lundi à mardi qui en est donc la cause. Il faut dire que cette pluie s'est également abattue sur la ville de Pointe-Noire, Et à Pointe-Noire, eh bien, ce sont les infrastructures de la ville qui ont pris un coup. Les Pontenégrins se sont levés, donc pour certains, les pieds dans l'eau. C'est ce que nous explique de Montez Mavungu dans ce reportage. La ville de Pointe-Noire, dans l'eau au réveil de la nuit du lundi 8 au mardi 9 février 2021. La forte pluviométrie, enregistrée dans le périmètre urbain de la ville océane, n'a pas épargné les infrastructures routières. Ici au quartier Mongokamba, la furie des eaux a endommagé une bonne partie de la chaussée macadamée et même le trottoir en cours de travaux de pavage. Cette voie principale est bien la route nationale numéro 1, tronçon qui en principe devrait être aménagée par le département des travaux publics. Cette partie de la nationale numéro 1 cause bien souvent du tort à la municipalité de Pointe-Noire depuis des lustres. Et dans plusieurs quartiers de la ville océane, ce phénomène est légion. D'où la nécessité pour la capitale économique du Congo d'accueillir une municipalisation additionnelle. Municipalisation qui arrivera à point nommé soulager le conseil départemental et municipal avec ses nombreuses populations. Mais cette pluie diluvienne laisse aux yeux des populations ponténégrines un triste goût du déjà vécu. Le pont Bakadila, charriant les eaux des divers collecteurs naturels du centre-ouest de Pointe-Noire, est inondé au grand malheur des riverains, passants et visiteurs de la zone. Les profito-situationnistes, eux, se font les poches pour le transport au dos comme au pouce-pouce des élèves et autres personnes évitant de marcher dans les eaux. À Tchali, le décor demeure le même. Au regard de cette triste situation, il est souhaitable que le département des grands travaux prenne le relais pour redonner la luisance à la ville de Pointe-Noire, autrefois Ponton-Label. Ponton-Label qui vient de nous présenter là plutôt une image des pontons sous l'eau. Poursuivons cette édition avec le conseil départemental et municipal justement de la ville océane. Jean-François Kando, député maire et président du dit conseil, a ouvert ce mercredi les travaux de la 11e session ordinaire dite budgétaire de cette assemblée locale. Témoin de l'événement, Jean-Pierre Février et Héritier Itois. Président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire. Après une pause de 4 mois, les distingués conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire ont renoué avec la salle de délibération de leur assemblée locale. Ce 10 février 2021, avec le début des travaux de la 11e session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental et municipal, session placée sous l'autorité de Jean-François Kando, président du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, en présence des distingués conseillers et des invités de marque venus pour la circonstance. L'auditoire a suivi tour à tour 2 allocutions de circonstance. Celle du premier secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, Stanislas Martial Odzébé, revenant sur les 3 affaires qui seront soumises à l'examen de la session au cours des 10 jours des travaux. L'allocution du président du conseil départemental et municipal Jean-François Kando revisitant le contexte de la tenue de cette session. Ce, en invitant les distingués conseillers à la prudence dans l'élaboration du budget municipal exercice 2021. Il nous faut élaborer un budget qui a pour levier, d'une part, les indicateurs que dégage l'exercice qui vient d'être clos, et d'autre part, les perspectives peu réjouissantes qui pointent à l'horizon. En tout cas, dans le strict respect des grands principes universels qui fondent la confection des budgets, singulièrement celui de l'équilibre, les prévisions des dépenses doivent être fixées
en relation avec le niveau véritablement réalisé et réalisable des recettes. Pour tout dire, il nous faut prêter une attention particulière aux dépenses sociales au regard de leur caractère incompressible. Fixer les dépenses de fonctionnement des services en s'assurant que ceux-ci doivent œuvrer à la création de la valeur ajoutée et garantir le service public rendu à l'usager. Prioriser les dépenses d'investissement car elles participent à l'amélioration de la qualité de vie et génèrent la croissance économique. Une 11e session ordinaire donnant l'occasion au président du conseil départemental et municipal d'exhorter sa population à plus de vigilance car la pandémie à coronavirus Covid-19 est présente dans le département de Pointe-Noire. Et puis sous l'égide du docteur Yolande Matoumona, président du conseil d'administration, l'hôpital général de Loandjili a tenu sa 3e session du comité de direction. Le reportage est signé de Montez Mavungu une fois de plus, cette fois-ci avec la complicité de Landry Molumbo. L'hôpital général de Loandjili a tenu mercredi 9 février 2021 sa 3e session du comité de direction à Pointe-Noire. Cette session, dirigée par le docteur Yolande Vumbo Matoumona, présidente du comité de direction de cette structure hospitalière, a connu la présence de Jean-Claude Etumbakundu, secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant le préfet. D'entrée de jeu, le docteur Vital Evans Ebelebe, directeur général de l'hôpital général de Loandjili, a chaleureusement souhaité une cordiale bienvenue à l'ensemble d'invités tout en faisant un bref rappel historique de sa structure vieille de nos jours de 17 ans. L'honneur a échu à la présidente de ce comité de direction, Dr Yolande Vumbo Matoumona, d'ouvrir enfin les travaux. Mais, avant tout, une minute de silence a été observée en mémoire de Jean Mouyabi et du docteur Benoît Louembe, respectivement ancien ministre et directeur général de la santé, décédé il y a quelque temps. Après 8 heures de travaux, Patrick Mouloubi, rapporteur de la session, a rendu public le communiqué final. Les membres du comité de direction ont examiné 16 documents soumis à leur approbation et suivi 2 points d'information. Les résultats de leur analyse se présentent ainsi qu'il suit. 5 documents ont été adoptés avec amendement. Il s'agit du procès verbal du comité de direction, session du 3 mai 2018, de la fiche synthèse sur la mise en œuvre des délibérations, session du 3 mai 2018, des états financiers de l'exercice 2017, des états financiers de l'exercice 2018 et le projet du plan de travail annuel budgétisé exercice 2021. Clôturant les travaux, le docteur Yolande Vumbo Matoumona a dit: Je félicite tous les participants qui, grâce à des échanges fructueux, couplés à des propositions constructives, ont apporté une fois de plus une pierre à l'édifice de l'hôpital général de Loandjili. En effet, les différents arguments développés, ainsi que vos observations pertinentes, nous ont permis d'améliorer la qualité des documents et vont, j'en suis persuadé, mieux nous guider dans la gestion de notre structure. Nonobstant le contexte de double crise économique et sanitaire, il nous faudra faire preuve de plus de dynamisme et d'ingéniosité en vue de diligenter d'une part l'amélioration des documents programmatiques et financiers et d'autre part lever les réserves relatives à la certification des comptes administratifs et financiers des exercices précédents. Je compte donc sur la diligence du staff de l'hôpital général de Loandjili quant à la mise en œuvre de cette directive d'ici la tenue de la session extraordinaire à venir du comité de direction comme convenu. À noter que la présidente du CODIR de l'hôpital général de Loandjili est repartie avec une note de satisfaction.
Restons dans le domaine de la santé pour dire que la Chine entend faire don des vaccins Sinopharm dans le cadre de la lutte contre le coronavirus à 52 pays du monde, dont la République du Congo, au cours du premier trimestre de l'année en cours. Ces vaccins peuvent être conservés de 2 à 8 degrés. L'annonce a été faite au cours de l'audience entre la ministre de la Santé et l'ambassadeur de Chine au Congo. Je vous propose de suivre les notes de reportage de Christelle Gakoso. Il était accompagné des bien-aimés Condé. La République du Congo va bientôt acquérir le vaccin chinois contre la pandémie à coronavirus avant la fin du mois de février. Et ce vaccin est appelé Sinopharm. C'est ce qui ressort de l'entretien entre la ministre de la Santé, de la Promotion de la Femme et du Développement, Lydia Mikolo, et l'ambassadeur de la Chine au Congo, Mafuline. La République populaire de la Chine fera don de 400 000 doses de vaccins au Congo afin de vacciner plus de 180 000 personnes. Depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19, la Chine et le Congo ont travaillé ensemble par une aide mutuelle forte. Cette fois, aujourd'hui, notre entretien porte surtout sur la mise en œuvre, sur la concrétisation de la donation par la Chine de vaccins de Sinopharm pour le Congo. Et nous avons discuté sur l'autorisation par les autorités du Congo pour l'usage au Congo de ce vaccin et bien d'autres problèmes. Selon les données publiées en Chine et dans beaucoup d'autres pays qui ont déjà commencé à utiliser ces vaccins chinois, il faut dire que ces vaccins sont sûrs et efficaces. Les conditions d'acquisition et de conservation de ce vaccin sont réunies par le Congo, a rassuré la partie congolaise. Le Congo sera le 4e pays à acquérir le vaccin Sinopharm après le Maroc, l'Égypte et la Guinée équatoriale. En éducation, un atelier sur la résilience du système éducatif congolais en faveur des enseignants en cette période de lutte contre la Covid-19 s'est ouvert ce mercredi au lycée de la Révolution. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, vous vous en doutez, Anatole Coliné Makoso, qui a patronné cette cérémonie. Le reportage est de Morel Mabélé et Henri Mavambo. En cette période de crise sanitaire due au Covid-19, l'école dans le monde entier est bouleversée et le Congo n'est pas à l'abri de ces perturbations. Pour faire face à cet ennemi commun, un atelier de formation sur l'organisation des enseignements en période de pandémie à Covid-19 s'est ouvert ce mercredi à Brazzaville. Cet atelier va donner aux enseignants et encadreurs des outils nécessaires pour la mise en œuvre de la politique éducationnelle en vue du bon fonctionnement de l'école en cette période de crise. Le comité technique de coordination du programme de continuité pédagogique et résilience du système éducatif en période de Covid-19 a même élaboré, validé et reprographié les fascicules des classes de CM2 et de la 3e. Un échantillon de ces fascicules ont été remis aux directeurs départementaux de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Coliné Makoso, en présence de la ministre de la Santé. La représentante de l'UNICEF au Congo a félicité le leadership du gouvernement congolais pour tous les efforts fournis, aussi bien pour l'actuel programme d'urgence que pour la requête du Congo qui vient d'être soumise au partenariat mondial pour l'éducation. Anatole Coliné Makoso est revenu sur les supports pédagogiques qui seront distribués aux élèves en cette période de Covid-19. Pour réussir cette résilience, un accent particulier avait été mis entre autres sur la mise à disposition des supports pédagogiques aux élèves et sur le besoin de formation du personnel censé jouer un rôle déterminant en cette période difficile où les circonstances de la pandémie imposent un comportement particulier. Le gouvernement, dans cette approche novatrice visant l'amélioration de la qualité des enseignements ainsi que l'atteinte des meilleurs rendements scolaires, a voulu, avec la contribution des partenariats techniques et financiers de l'éducation, notamment l'UNESCO, l'UNICEF, le PAM,
la Banque mondiale, le HCR, mettre à la disposition du personnel enseignant, élèves et de toute la communauté éducative une formation solide orientée vers la planification des enseignements et les mesures de santé applicables en milieu scolaire en période de pandémie à Covid-19. Rappelons que l'école congolaise est fonctionnelle malgré la pandémie de Covid-19. Et puis en rapport avec la présidentielle de mars 2021, après les reports de la clôture des opérations de révision des listes électorales, c'est ce 10 février que les opérations d'inscription sur les listes électorales devraient finalement prendre fin. Eh bien, nos équipes de reportage sont descendues sur le terrain pour se rendre compte de l'ambiance qui a régné sur le terrain le dernier jour des révisions. Le reportage est de Giscard Maungu. Voici ces notes de reportage. C'est le 10 février, jour choisi pour la fin des inscriptions sur les listes électorales. En ce dernier jour, ils sont encore nombreux dans des centres d'enrôlement. Vous connaissez la mentalité des Congolais. Souvent, les Congolais aiment venir, souvent à la fin. On a commencé, c'était timide, mais à la fin, il y a vraiment un engouement terrible. On est de temps à autre envahi. Nous finissons à 17h fort, voire 18h. Nous sommes à la mairie de Wenzi. Beaucoup sont venus pour s'inscrire, comme Ruth et Célestina. Je suis venue m'enregistrer pour avoir une carte d'électeur pour voter parce que depuis que je suis née, je n'ai jamais voté. Et là, j'ai vraiment envie de voter. Vu le journal que j'ai suivi d'avant-hier, entre hier et avant-hier, on nous a dit bientôt là, le dernier délai là, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou voilà. Donc c'est un PC, c'est pour ça que je me suis dit non, il faut que j'arrive au moins je puisse me faire enregistrer. Ce bon monsieur rentre droit de la France et est venu aussi vérifier si son nom est sur les listes électorales et partant aussi vérifier pour les membres de son association, la JDL. Comme c'est le dernier jour, ça m'a poussé de venir ici voir les noms sur les listes électorales. Le vote, on n'a pas besoin de l'abstention. Nous, on veut qu'il y ait beaucoup de votants, quoi. Et mes mamans aussi, ils ont vu leur nom, donc je suis tout à fait content, quoi. Autre centre, même engouement de dernier jour. Nous sommes à Mungali. Lieu de naissance. Ici aussi, ils sont nombreux. Je suis venu m'enrôler sur les listes électorales pour l'élection du 21 mars. Je suis venu enrôler ma soeur pour les listes électorales. Tout se passe bien. Et pour ceux qui n'ont pas bien rempli leur fiche, une équipe est là pour corriger. Ça se passe bien, mais nous ici, nous sommes là pour le contrôle des fiches, de ce que les membres font, et nous contrôlons. Voir si c'est bien fait, s'il y a des ratures. Et s'il y a des ratures, nous écartons et nous refaisons. Jusqu'au 7 février dernier, ils étaient 80 000 nouveaux électeurs. Ce chiffre sera dépassé à la fin de toutes les opérations de révision des listes électorales. Parlons société civile, à présent, les organisations de la société civile se sont réunies du 8 au 10 février à la Maison de la Société Civile de Brazzaville, en atelier de renforcement de capacité sous le thème analyse et critique du processus électoral en République du Congo. Dans la foulée, eh bien, elles ont rendu publique une déclaration, c'était au terme de leur assemblée générale, donc, justement, sur le processus électoral en cours dans le pays. Evra Chikasumba et Michael Massamba étaient sur place. Suivez plutôt. À l'orée de l'élection présidentielle du 21 mars prochain, les organisations de la société civile notent avec préoccupation une montée de tensions marquée par les déclarations enflammées, des critiques absolument négationnistes susceptibles de mettre à mal la quiétude sociale. Un constat de ces organisations après l'évaluation des actions conjointes menées dans le cadre de l'observation de la première phase du processus électoral en cours.
Après 3 jours en atelier de renforcement des capacités sous le thème « Analyse critique du processus électoral en République du Congo », les 5 plateformes des organisations de la société civile, à savoir Coraget, FECODO, CONAP, TAP et RPATEP, ont rendu public une déclaration. Déclaration au cours de laquelle elles interpellent l'ensemble des composantes nationales à l'esprit de pondération, à l'objectivité au sens élevé des valeurs républicaines. Tout en soulignant le droit à la liberté d'expression garanti par la loi fondamentale. Elles en appellent au sens aigu de responsabilité des différentes composantes politiques et sociales de notre pays, afin que tous participent à faire du processus électoral piliers fondamentaux de la démocratie représentative, des moments de convivialité nationale, de consolidation de l'unité dans la diversité et non des occasions d'exploitation avec cynisme des cordes raides de l'ethnocentrisme, d'instrumentalisation et d'institutionnalisation des divisions sociales ayant déjà fait payer au paisible peuple congolais de très lourds tributs. Elles se sont félicitées également du bon déroulement à mi-parcours des opérations de révision extraordinaire des listes électorales sur l'ensemble du territoire national. Elles notent un engouement des populations soucieuses de figurer sur les listes électorales. Au terme des travaux de ce forum, Cephas Germain Ewangi, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, a salué l'initiative et le sens de l'engagement des différentes plateformes à s'acquitter de leur mission sociale conformément à leur domaine de compétences. Parlons vie politique à présent. La marraine de l'Organisation des femmes du Congo vient de lancer la campagne d'adhésion à cette organisation affiliée au Parti congolais du travail dans le département de la Cuvette. Sur place, Justin Bambaka. C'est avec cette ambiance que Ingrid, Olga, Ghislaine et Bouka Babakas a été accueillie à Bundi. La marraine de l'Organisation des femmes du Congo est venue lancer la campagne d'adhésion à cette organisation, affiliée au Parti congolais du travail. Enthousiasme, motivée et prête à porter haut le flambeau de cette organisation féminine, ces femmes venues en masse ici ont adhéré pour un objectif. Mon objectif dans l'OFC est de se battre en tant que femme pour soutenir le candidat Denis Sassou Nguesso dans les prochaines échéances électorales. Même ferveur à Ouando, où ces femmes qui ont reçu la fiche d'adhésion n'ont pas hésité à adhérer immédiatement à l'Organisation des femmes du Congo. Nous voulons maintenant que les femmes se relèvent, qu'on voit aussi que là où il y a des hommes, il y a des femmes. Que nous soyons les femmes debout pour voter massivement une seule fois notre président, qui est le président Denis Sassou Nguesso. Et voilà pourquoi moi, j'ai adhéré. Malgré le nombre de membres qui ont adhéré à l'OFC, la marraine de cette organisation dans la Cuvette n'entend pas s'arrêter là. Elle poursuivra cette campagne d'adhésion dans les 8 autres districts de ce département en vue de gagner des membres susceptibles d'apporter un plus lors de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Et pour boucler la boucle, cette information rappelée à Dieu la semaine dernière des suites d'une crise cardiaque. L'ancien président de l'UMC, l'Union des musiciens congolais de 2013 à 2020, le colonel à la retraite Bernard Bouka, a été inhumé mardi au cimetière du centre-ville. Peu avant, peu avant l'inhumation. Une cérémonie d'hommage lui a été donc rendue à la morgue municipale de Brazzaville. C'était en présence de plusieurs figures du monde culturel du pays. Le commentaire est de Armand Nsanza. Il était connu dans le monde de la musique en tant que guitariste, arrangeur, auteur-compositeur et musicologue. Bernard Bouka, rappelé à Dieu la semaine dernière, a été inhumé mardi au cimetière du centre-ville. À la morgue municipale de Brazzaville, quelques artistes, chroniqueurs musicaux, opérateurs culturels, parents, amis et connaissances ont rendu un dernier hommage à celui qui a dirigé l'UMC, l'Union des musiciens congolais pendant 7 ans. Dans son oraison funèbre,
Le prêtre célébrant a invité les hommes à l'unité et à l'amour, à l'image de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. Après cette exhortation, place au dépôt de gerbes de fleurs. D'abord, par le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, le commissaire général du FESPAM, Ugandaï, la délégation de l'UMC et celle de l'UNIAC. Suivi d'un moment de recueillement. Après la morgue, la dépouille mortelle de l'ancien secrétaire exécutif national de l'UNIAC a été exposée pendant quelques minutes à son domicile au quartier OCH, avant bien sa mise en terre au cimetière du centre-ville. C'est désormais ici où se reposera pour l'éternité le corps de Bernard Bouka. Outre sa vocation musicale, Bernard Bouka, colonel à la retraite, fut un officier d'ordonnance du feu président Jacques Joachim Yombi au Pango. Voilà, paix à son âme, et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Au revoir et à très bientôt.